Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les informations et actualités qui ont retenu notre attention pour la région, suivi d'une entrevue avec M. Alex Gauthier, directeur général de la FQOCF, pour discuter des services offerts par les organismes communautaires familles. On sera ensuite à Chambly pour voir l'avancement des travaux du nouveau pavillon alimentaire avec Mme Sophie Théwis, co-directrice générale aux sources du bassin de Chambly. Notre journaliste Marie-Ève Brisebois s'est rendue à McMasterville pour rencontrer M. Sébastien Gagnon, directeur général de McMasterville, pour parler de l'électrification des véhicules municipaux. Finalement, on rencontre M. Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire, pour revenir sur le plan Habitation et abordabilité 2024-2030. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission. Voici vos actualités sélectionnées par l'équipe de TVR9. La Fête nationale du Québec est à nos portes. Plusieurs activités et festivités sont prévues pour les municipalités de la vallée du Richelieu les 23 et 24 juin prochains. On vous invite donc à consulter les sites Internet des municipalités pour tous les détails. À titre de municipalité amie des aînés, la ville de Saint-Basile-le-Grand accorde une aide financière à ses résidents âgés de 65 ans et plus afin de favoriser leur maintien à domicile et leur autonomie. Les propriétaires, les locataires ou les occupants d'une résidence principale sur le territoire qui étaient âgés de 65 ans et plus au 1er janvier dernier et qui en feront la demande pourront recevoir une remise en argent de 65 $. Si vous répondrez aux critères, vous pouvez présenter votre demande au service des finances avant le lundi 30 septembre prochain. Pour plus d'informations sur les conditions d'admissibilité ou pour remplir le formulaire de demande, consultez le ville-sblg.ca/subvention. Afin de contribuer à améliorer le milieu de vie des citoyens, la Ville de Chambly procédera à la réfection partielle du parc Laurent-Perrot, limitant ainsi son accès pendant la durée des travaux qui s'échelonneront de juin à septembre 2024. Ces travaux, estimés à 400 000 $ seront effectués en régie par le Service des travaux publics. Ils comprennent le remplacement du mobilier urbain, la refonte des sentiers pédestres, le remplacement des modules de jeu. Pour la sécurité de tous, ces aires de jeu ne seront pas accessibles pendant la durée des travaux. La ville de Carignan a récemment pris connaissance de communications émanant d'un promoteur privé annonçant un projet de développement comportant 200 unités d'habitation dans le secteur centre. À ce sujet, la ville tient à informer sa population qu'il n'y a présentement aucune entente autorisant un tel projet résidentiel dans le secteur centre. Il est donc important de rappeler que tant et aussi longtemps qu'une solution au dossier du prolongement de la rue Albany ne sera pas mise de l'avant, la Ville n'autorisera pas de projet d'une telle envergure. C'est pourquoi elle tenait à rectifier certaines informations qui circulent actuellement et qui s'avèrent non fondées. À la suite de l'autorisation du ministère de l'Environnement délivrée le 5 juin dernier, la Ville de McMasterville tient à informer la communauté citoyenne que les permis nécessaires à la réalisation de certains travaux d'aménagement ont été octroyés à l'entreprise Nordvolt. Ces travaux toucheront entre autres à l'aménagement de différents chemins et aires sur le terrain. Ainsi, on peut s'attendre à une plus grande affluence quotidienne de camions et de véhicules lourds sur la route 223. C'était vos actualités TVR9. Le 1er juin dernier, on soulignait la Journée mondiale des parents et aujourd'hui, on est avec M. Alex Gauthier. Vous êtes directeur général de la Fédération québécoise des organismes communautaires pour les familles, les OCF, comme vous les appelez dans votre jargon. Et là, dans le cadre de cette Journée mondiale-là des parents, vous êtes venu parler de certains enjeux criants au niveau des besoins. Quels sont-ils principalement? Bien, je te dirais à la base, c'est sûr qu'en tant que parent, on n'a pas toujours le sentiment d'avoir une très grande compétence et d'être très bon pour éduquer nos enfants. L'objectif de cette journée-là mondiale, c'est de se dire, en tant que parent, si on fait les bonnes choses, dans les bonnes intentions, c'est de se dire qu'on est des bons parents puis qu'on fait du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Oui. Puis, la Fédération représente plus de 260 organismes à travers le Québec. Il y en a plusieurs ici dans la vallée du Richelieu. Il y en a combien environ dans la région? Dans la vallée du Richelieu, 8 OCF et dans tout Montérégie, plus de 40 OCF. Puis, c'est quoi le type de service que ces organismes-là offrent en général?
Bien, c'est des organismes qui naissent à la base des besoins de leur communauté. Fait que donc, dépendamment de leurs besoins à eux, les OCF vont s'acclimater aux besoins des gens qui vont la fréquenter. De façon générale, bien, ça va dans tous les sens. Là, autant avoir des discussions avec d'autres parents sur les compétences, les bons coups, se donner des trucs. Tu peux avoir aussi une halte garderie. Tu peux avoir aussi un service de friperie, d'aide alimentaire, d'accompagnement, tout simplement. Un lieu où tu te déposes, tu te fais écouter, puis tu te sens soutenu dans ta démarche parentale. Fait que l'objectif, c'est un milieu d'accueil. Oui. Puis tu n'es pas obligé d'avoir des problèmes non plus pour fréquenter les ECF. Donc, prendre un moment de répit, se retrouver entre parents, discuter un peu, ça fait toujours du bien. Oui, pour ceux qui n'ont peut-être pas une communauté ou un entourage pour les aider, juste de se retrouver puis de partager des fois juste des anecdotes entre parents, ça fait du bien, puis on se sent un peu moins seul aussi. C'est clair. Puis, bon, depuis la pandémie, puis là, avec l'inflation, est-ce que vous avez vu une augmentation au niveau des besoins puis des demandes dans ces organismes-là? Bien, on peut reculer jusqu'en 2015 parce qu'il y a 135 000 familles qui étaient desservies par les organismes communautaires familles. En 2022, on est rendu à plus de 220 000 familles qui sont desservies. Donc, on a un accroissement important des familles qui fréquentent les organismes communautaires familles. L'objectif, c'est de venir chercher de l'aide. Puis, c'est aussi amalgamé avec la pression qu'on vit, hein, le stress financier, bon, l'augmentation du coût de la vie, l'hypothèque. Donc, il y a plein d'éléments qui font en sorte que ça met un stress sur les compétences parentales, qui fait que, la priorité, ben, c'est quand tu es obligé de te sécuriser pour avoir 3 repas par jour et payer ton loyer, ben, des fois, il y a des sacrifices qu'il faut que tu fasses. Donc, moi, je vous recommande fortement de vous tourner vers ces OCF-là pour avoir cet accompagnement, au moins de prendre un temps de recul puis un souffle là, pour pouvoir mieux aller. Là. Ah oui, puis je connais aucun parent qui dirait pas oui à ce type d'aide-là. Mais est-ce que les parents y vont dans les organismes? Est-ce qu'il y a une grande fréquentation par les parents? Est-ce que les parents connaissent aussi ces organismes-là? Est-ce qu'ils savent que ça existe? Bien, en marge de cette du 1er juin pour la Journée mondiale des parents, ce que la Fédé veut faire, c'est mettre en place une campagne de notoriété. Donc, être reconnu et connu. Il y a une statistique de l'Institut qui disait il y a environ 15 des parents qui savent c'est quoi un OCF, qui la fréquentent, mais 15 autres de plus de parents qui ne connaissent pas ces OCF-là, s'ils avaient connu les OCF, les auraient fréquentés à un certain moment de leur parcours parental. Oui. Et donc, selon la région dans laquelle on est, comment est-ce qu'on peut les découvrir? Bien, première des choses, le meilleur moyen, c'est en allant sur le site de la Fédération, donc fqocf.org. Vous pouvez cliquer, il y a un onglet pour trouver votre OCF dans votre région. Dans la communauté aussi, ils sont présents. Fait que donc, dans les fêtes de famille, dans les fêtes de quartier, vous allez pouvoir avoir discuté avec ces directions-là, ces intervenantes-là. On s'entend, c'est majoritairement des femmes qui y travaillent. Fait que donc, cette approche-là, ils sont partout. Fait que donc, c'est juste de les approcher, venir cogner à leur porte, prendre un temps de les visiter, de les reconnaître. Puis on peut aussi s'engager. Hein? On peut faire du bénévolat dans ces OCF-là. Ils en ont toujours besoin de bras et de tête pour pouvoir travailler. Fait que donc, on est bienvenus pour aller les rencontrer. Oui, donc si on est un parent qui avons besoin d'aide, on peut s'y rendre. Et si on est un citoyen qui avons du temps à donner, comme vous venez de le mentionner. Pour conclure, là, le rôle de la Fédération, qu'est-ce que vous espérez pour la suite? Bien, pour la Fédération, ce qui est important, c'est 2 axes de priorité d'action. Donc, la première, soutenir, accompagner, mobiliser ses membres. Et la deuxième partie, faire les représentations auprès des décideurs publics et des gouvernementales. Donc, nous, on porte la cause des OCF auprès des instances pour dire, bien, écoutez, si on veut offrir des services qui sont adéquats, donc il faut augmenter certainement le financement parce que vous n'êtes pas surprise de savoir que le financement, là, c'est assez difficile pour ces organismes-là. Donc, pour certains organismes, c'est le tiers de leur budget qui sont par le ministère, mais 65 bien, il va falloir qu'ils aillent chercher dans d'autres circonstances. Des levées de fonds, d'autres appels de projets qui font en sorte que la pérennisation des projets est difficile. Fait que si on veut avoir des projets qui sont pour et pérennes dans le temps, bien, ça prend un financement qui est important. Oui. Merci, M. Gauthier, d'être passé à nos studios aujourd'hui. Ça me fait plaisir. On se trouve présentement à Chambly devant ce qui sera le futur pavillon alimentaire de l'organisme aux sources du bassin de Chambly. Je suis avec Mme Sophie Théouis. Vous êtes co-directrice générale de l'organisme. Et la dernière fois qu'on vous a reçu en studio, c'était lors de la première pelletée de terre et ça a bougé depuis. Beaucoup. Écoutez, hier, ils ont fini donc la structure du pavillon. Ça, c'est la phase 1. Puis, ils sont en train de finir la phase 2, qui est la réfection du bâtiment existant.
Donc oui, ça avance super vite, on est très énervés et on est toutes dans l'émotionnel en fait, parce que c'est un projet communautaire mais d'envergure vraiment et très important pour les sources. Donc oui, on est heureux et on voudrait que les gens le voient parce que les gens nous ont beaucoup aidés. Wow, donc c'est un projet qui avance vite. Et qu'est-ce qui a rendu possible ce nouveau pavillon-là? Beaucoup de ténacité, beaucoup, des gens qui ont cru en nous. Donc on a pu avoir des aides financières pour réaliser ça. Ils ont cru en notre mission, ils ont cru en notre énergie et on les remercie. Et c'est sûr qu'on continue à avoir besoin d'aide, hein, je le répète jamais assez, il faut nous aider encore parce que c'est sûr que c'est beau d'avoir un beau pavillon mais il faut le remplir aussi. Et les gens, malgré ça, vont continuer à avoir besoin de nos services. Donc oui, toute la communauté nous a aidés et tout le monde a cru en ce projet-là et surtout de cibler l'importance. C'est qu'on a beaucoup de monde qui ont besoin de nos services et on était dans un endroit vraiment exigu. Donc là, on sépare bien les choses et on va pouvoir recevoir les gens de façon digne. Qu'est-ce qui va se retrouver exactement dans le pavillon alimentaire? Mais il va avoir tout notre entrepôt, donc tout ce qu'on récolte à la guignolée, etc., ça va être là. On va avoir l'épicerie économique, notre épicerie économique. Au deuxième étage, il va y avoir une salle multifonctionnelle qu'on va pouvoir prêter pour des formations. Et on va pouvoir faire notre guignolée ici, on va pouvoir faire la distribution des paniers de Noël chez nous. En fait, tout ce qui est alimentaire va être là. Le bureau de notre intervenant social va être aussi là. Donc, c'est vraiment pour séparer les choses de façon bien définie. Et quand vous dites séparer les choses, c'est qu'en ce moment, le gagne-pain principal de l'organisme, c'est la friperie qui est de l'autre côté. Et là, il y a des travaux qui se passent de ce côté-là aussi. Oui, alors on a fait la réfection extérieure complètement du bâtiment et on va casser des murs à l'intérieur pour agrandir notre superficie de vente parce que 80% de nos revenus, c'est la friperie. D'où l'importance que les gens comprennent que quand ils nous amènent des dons matériels, ça se transforme en canne de blé d'Inde de l'autre côté, en fait. Donc, tous les revenus qui arrivent là se transforment pour la mission. Donc, c'est très, très, très important et on va agrandir parce qu'on a énormément de stock. C'est un super beau problème. On remercie les gens jamais assez et on va pouvoir vraiment avoir une friperie beaucoup plus grande. Donc, Si je comprends bien, le pavillon alimentaire ne roule pas qu'aux denrées que les gens donnent. C'est vraiment vous, en fait, qui allez acheter les aliments pour ensuite les donner. Oui, on a les épiceries qui nous donnent, on fait des tournées tous les matins, on a Moisson Rive-Sud qui nous donne aussi pour la distribution alimentaire. Mais oui, on achète des denrées un peu partout avec des fournisseurs, mais c'est sûr que sans la friperie, on ne pourrait pas le faire. Il faut savoir qu'on a à peu près 70% d'augmentation de demande de nos services en 2 ans. Donc, c'est clair qu'on a un besoin d'acheter pour que les gens puissent avoir des produits corrects pour eux, là. Puis, vous dites 70 %, c'est quand même un chiffre énorme. Qu'est-ce qui explique cette augmentation-là au niveau des besoins des gens? Les problèmes économiques, l'augmentation de tout, et puis le paysage des personnes qui ont besoin de nos services a complètement changé. C'est monsieur et madame tout le monde qui ont une augmentation de loyer, une augmentation de plein de choses et qui sont trop limites. Donc, nous, on propose d'être un tremplin pour qu'ils puissent trouver des solutions avant de s'engouffrer complètement dans un cercle vicieux qui les emmènerait on ne sait pas où, là. C'est ça, vous l'avez dit, le paysage, le portrait des gens qui ont recours à l'aide alimentaire a complètement changé dans les dernières années. Donc, peut-être qu'on invite les gens qui sont dans le besoin, qui peut-être se sont dit « jamais moi », de venir chercher de l'aide parce qu'il y en a. Et pour les citoyens qui voudraient vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement? Alors, ou des denrées alimentaires, ou des denrées matérielles et de l'argent, évidemment. L'argent, le nerf de la guerre. Donc, vous pouvez aller sur notre site Internet, sur notre Facebook. Je fais des capsules régulières pour ça. Et vous aurez toutes les explications pour pouvoir nous aider. Vous pouvez acheter une brique pour le bâtiment. Vous pouvez donner 20 $, vous pouvez donner 5 $. Vous pouvez donner, si vous êtes un patron de société, vous pouvez donner beaucoup plus aussi. Mais je dis toujours, c'est la récurrence qui est importante. C'est pas juste nous donner là. C'est toute l'année qu'on a besoin de l'aide, toute l'année qu'on a besoin vraiment que les gens nous aident. Donc, il y a plusieurs manières de nous aider. Même physiquement, des bénévoles, venez, on a besoin de bras, là. Donc, voilà. Merci, Madame Théouis, pour cette entrevue et bonne chance pour ce nouveau projet. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Après la pause, on va à la rencontre de M. Sébastien Gagnon, directeur général de McMasterville, pour assister à l'annonce de la co-création du tout premier atelier mobile Zéro Émission. Bonjour, je suis Richard Pelletier et j'ai le plaisir d'animer l'émission intitulée « Dans la vallée ».
À chaque semaine, on découvre ensemble plusieurs organismes de notre belle région. Vous constaterez l'ampleur et la diversité de nos différents sujets de la vallée du Richelieu. À voir sur TVR9. Aujourd'hui, nous présentons une solution avant-gardiste en matière de décarbonisation des opérations municipales, plus précisément pour l'électrification des outils utilisés par notre service des travaux publics. Au CIVIM, organisé par IVEO, qui est un salon de l'innovation, on a rencontré les gens de Gamotech. C'est là le deuxième pan de l'innovation, c'est que ça prend des partenaires. Nous, on ne peut pas créer des outils comme ça, on ne peut pas le faire. Mais par contre, Gamotech avait déjà créé son cœur, le GamoX. Et le deuxième élément, c'est de créer l'émulation positive pour qu'il y ait une co-création qui se mette en place. On a pris un outil qui était déjà bien fait, puis on l'a amené, on l'a bâti par des cols bleus, avec des cols bleus, pour des cols bleus. Et c'est ça, je pense, l'innovation là-dedans. Nous sommes ici pour l'atelier mobile zéro émission, puis vous nous expliquez un peu qu'est-ce que c'est. Bien, l'atelier mobile zéro émission vient remplacer un camion d'aqueduc qui était rendu caduc, qui était rendu dépassé, qui datait des milieux des années 80. Donc, on devait se procurer un nouvel outil et on a décidé d'aller en l'innovation, de travailler avec une compagnie et d'inventer un nouveau produit qui n'existait pas en co-création avec l'entreprise Gamotech. Et vous avez le premier atelier mobile zéro émission derrière moi et on est très, très fiers de cette innovation-là. Vous êtes fiers, entre autres, comme vous le disiez lors de la conférence de presse, pour les employés. Qu'est-ce que ça change dans leur milieu de vie? Ça change tout. C'est-à-dire qu'actuellement, les gars travaillent avec des génératrices qui ont des émanations de gaz, travaillent avec des scies qui travaillent avec des émanations de gaz. Souvent, ce qu'on doit faire, évidemment, un bris d'aqueduc se fait dans un trou, les pieds dans l'eau. Il se fait très souvent froid. Les bris d'aqueduc peuvent arriver l'hiver, souvent l'hiver. Donc, les gars, les pieds dans l'eau, avec une scie, couper un tuyau va prendre à peu près 1 heure. Avec cette unité-là, le travail va se faire probablement 10-15 minutes. Donc, ça accélère le temps, ça réduit le temps où on est dans le trou et il n'y a pas d'émanation de gaz. Donc, on tombe dans un produit qui est complètement différent à des années-lumière de ce qu'ils sont habitués. Ce qui est intéressant avec l'innovation, c'est que ça nous permet vraiment d'ouvrir le champ du possible. Cette unité-là va permettre à un employé qu'on connaît, lorsqu'on fait une réparation d'un bris d'aqueduc, par exemple, on a les pieds dans l'eau, c'est très souvent l'hiver, il fait très froid. Cette unité-là va accélérer de façon sensible la réparation des bris d'aqueduc, va offrir un espace de travail et de convivialité pour que les gars puissent aller se réchauffer, mais également va donner accès à des outils. Actuellement, les gars travaillent des machines au gaz, qui ont des émanations. Donc là, ce qu'on va avoir des outils qui vont travailler hydrauliques, donc plus performants, plus forts, mais sans émanation de gaz. Donc, ça va changer complètement la qualité de travail et ça va changer aussi la qualité de vie des citoyens. Parce qu'actuellement, quand on fait un bris d'aqueduc, on débarque les génératrices, ça fait du bruit, c'est très, très polluant. Donc, on va se retrouver avec une unité électrique, 100% électrique. Donc, tous les travaux vont se faire sans bruit ambiant. Ça va changer complètement la qualité de vie à la fois des travailleurs, mais également des citoyens. Et les travailleurs ont été consultés par rapport à tout ça, dont, entre autres, les normes de sécurité en lien avec le nouvel atelier. Écoutez, on parle souvent à la blague de l'étau à Mike, parce que Michel travaillait au développement, Michel Godbout chez nous, qui est surintendant, au développement pour que ce soit un produit pour et par les cols bleus. Et ça, c'est le volet qui, pour moi, me rend très, très fier, c'est que cette unité-là va travailler pour les cols bleus dans une logique de travail de ces derniers-là. Fait que c'est vraiment une révolution. Et pour les citoyens aussi, il va quand même y avoir de grands changements par rapport à cet atelier-là dans la vie de tous les jours. Lorsqu'il y a des travaux sur la rue, qu'est-ce que les citoyens vont pouvoir remarquer? Bien, ils vont remarquer, en premier lieu, beaucoup moins de bruit. Parce que quand on fait une intervention, inévitablement, on est obligé d'utiliser des génératrices, je le disais plus tôt. Donc, ces génératrices-là sont remplacées par une unité qui est 100% électrique à batterie. Donc, évidemment, tout le volet bruit pour un citoyen sur un bris d'aqueduc, puis des fois, c'est la nuit qu'on va faire le bris d'aqueduc, donc le bruit constant de génératrice, ça vient complètement arrêter ça. Donc, on est dans un produit qui est vraiment du développement durable, c'est-à-dire que d'un point de vue environnemental, il n'y a plus d'émissions de GES du tout.
d'un point de vue social, pour le citoyen, moins de bruit, pour les travailleurs, moins d'émanations, pour travailler dans un contexte beaucoup plus sécuritaire. Puis, bien évidemment, d'un point de vue financier, ça coûte moins cher que si on y avait été avec un traditionnel camion d'accueil. Donc, McMasterville vise sur l'innovation. Merci, M. Gagnon, d'avoir donné cette entrevue aujourd'hui. On est branché sur l'innovation. Merci, bonne journée. Monsieur Guertin, aujourd'hui en studio avec nous, vous venez nous parler de votre plan d'habitation et abordabilité. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous. Aujourd'hui, vous avez un plan d'habitation que vous avez mis en place, mais quel a été l'enjeu qui vous a mené à vouloir faire un plan comme ça? En fait, le plan d'habitation découle de notre planification stratégique à la Ville de Mont-Saint-Hilaire, puis où on s'est donné comme mission, en fait, d'allier urbanité puis nos préoccupations écologiques pour créer des milieux de vie complets dans notre ville. Donc, essentiellement, c'est notre réponse à la crise du logement, dont on entend abondamment parler dans les médias, mais alignée avec notre plan stratégique. Mais comment la crise du logement est-elle en ce moment à Saint-Hilaire? De quelle façon on peut la percevoir? Bien, en fait, plusieurs personnes vous diront qu'ils l'observent notamment dans l'augmentation fulgurante du prix des maisons, puis aussi des logements. Mais ce que ça veut dire très concrètement, c'est que le taux d'inoccupation, c'est-à-dire les logements disponibles, sont à peu près 0,1 % des logements qui existent à Mont-Saint-Hilaire. On devrait, c'est ce que les experts nous disent, théoriquement avoir entre 3 et 4 % de logements vacants, ce qui permet de garder en fait une pression raisonnable sur les prix des loyers notamment. Mais nous, à 0,1, bien, on remarque qu'il y a très peu de logements disponibles, puis puisque beaucoup de personnes veulent vivre à Mont-Saint-Hilaire ou demeurer à Mont-Saint-Hilaire, mais ça crée une pression sur les loyers. Puis souvent, bien, les revenus ne suivent pas. Ce qui se traduit très concrètement, c'est qu'il y a un nombre tout le temps grandissant de gens qui consacrent plus de 30 % de leur budget familial au logement. Et ça, bien, selon les experts, c'est considéré comme étant beaucoup trop. Souvent, il y a des dépenses compressibles comme la nourriture, les loisirs et autres qui en souffrent par la suite. C'est une ville extrêmement attrayante, autant pour les plus jeunes que les moins jeunes. Mais comment le plan d'habitation va arriver à les attirer et à les garder dans la région? Bien, en fait, c'est ça, c'est que notre plan d'habitation, c'est une réponse pour garder notre monde puis loger notre monde. Essentiellement, ce qu'on remarque à Mont-Saint-Hilaire, c'est que la population vieillissante bien, est surreprésentée. Donc, on a beaucoup de gens qui s'installent à Mont-Saint-Hilaire et qui y restent longtemps, en fait, une bonne partie de leur vie. Puis lorsqu'ils sont plus capables d'habiter une maison unifamiliale, ce qui comporte là, la partie la plus importante de notre parc immobilier là, à Mont-Saint-Hilaire, bien, ils veulent rester à Mont-Saint-Hilaire, mais souvent, il n'y a pas de logement intermédiaire entre la maison unifamiliale et souvent les résidences pour personnes aînées. Donc, le plan d'habitation vise essentiellement à offrir une diversité de types de logements pour que tout le monde puisse y demeurer en fonction de là où ils se situent dans leur vie. Et là, je vous ai beaucoup parlé des personnes aînées, mais j'aurais pu vous parler aussi des jeunes ménages, des jeunes familles qui, eux aussi, ont souvent peine à revenir après leurs études, s'installer à Mont-Saint-Hilaire à cause du prix de plus en plus élevé des propriétés et des logements. Donc, dans le plan, il est question d'environ 2000 logements variés parce que vous avez 4 grands axes. Oui, c'est ça. Qui permettent de définir un peu l'alignement de la ville. Oui, donc lorsqu'on regarde notre plan d'urbanisme, on regarde les lots vacants, ben, c'est à peu près 2000 logements qui restent à développer à Mont-Saint-Hilaire, notamment dans le secteur de la gare, ancien camping Laurier et autres, puis dans le redéveloppement du boulevard Laurier, pour ne nommer que ces secteurs-là. Donc, nous, ce qu'on veut, notamment, ben, un des axes, c'est d'offrir une diversité de types de logements, comme je vous disais, pour que les jeunes ménages puissent s'installer, puis que les personnes vieillissantes puissent demeurer à Mont-Saint-Hilaire, à titre d'exemple. Donc, c'est d'offrir une variété de logements, mais le plan vise notamment à favoriser plus particulièrement l'abordabilité, donc ce qu'on appelle de plus en plus, on en entend parler, l'habitation hors marché, donc sous la forme de coopératives, d'OBNL et autres. Mais je ne sais pas si vous saviez, à Mont-Saint-Hilaire, c'est déjà nous qui offrons le plus de logements sociaux dans toute la vallée du Richelieu. Quand même. Et ça, c'est très bien intégré, dans le fond, aux immeubles environnants. Souvent, les gens ne le savent même pas.
Puis c'est tout à notre honneur parce que ça veut dire qu'on fait de la place pour tout le monde puis que c'est harmonieux dans notre ville. Donc, parce qu'il y a la sous-unité de recensement la plus pauvre de la vallée du Richelieu à Mont-Saint-Hilaire et la plus riche, et les deux se côtoient à peine 1 kilomètre ou 2 de distance. Donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Puis c'est dans cet esprit-là qu'on veut favoriser, en fait, la mise en œuvre de notre plan d'habitation. Donc, le plan essaie, d'une certaine façon, d'équilibrer le tout. Il est question de 2030 pour l'année, le fin du plan. Est-ce qu'il y a une façon que vous allez pouvoir un peu quantifier la façon dont ça s'est passé? Bien, en fait, je vais énoncer plus spécifiquement les 4 axes. Comme ça, vous allez voir que ça nous fait pas mal de travail à faire entre maintenant puis 2030. Donc, ce qu'on veut, c'est, comme je disais, plus de logements abordables, des logements sociaux et communautaires. Ce qu'on veut aussi, c'est plus de nouvelles unités de logement, donc s'assurer que nos secteurs qui sont assujettis au développement se développent harmonieusement, mais en adéquation avec les besoins de logement. On veut aussi maintenir les logements existants, donc adopter notre cadre réglementaire pour favoriser le maintien des logements pour pas qu'il y ait des rénovictions ou ce genre de choses-là dont on entend beaucoup parler. Puis comme je vous disais, on veut aussi diversifier l'offre en fonction des besoins de la population. Donc, des logements, par exemple, à accès universel pour les gens qui ont des problèmes de mobilité. Ça peut être des logements dédiés, par exemple, aux personnes aînées ou des logements familiaux, donc de plus grands logements qui vont être accommodants pour les jeunes familles ou les familles avec de nombreux enfants. Donc, la ville de Saint-Hilaire, toujours aussi attrayante et innovante. Merci, M. Guertin, d'être passé à notre studio aujourd'hui. Merci à vous. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Vous avez toujours rêvé d'être devant la caméra? Eh bien, nous sommes présentement à la recherche d'un animateur ou d'une animatrice pour 2 de nos émissions. Tout d'abord, si vous avez un intérêt pour la politique municipale, notre émission Conseil en bref est à la recherche de nouveaux animateurs bénévoles, ainsi que pour l'émission Dans la vallée qui traite de la vie communautaire. Nous sommes à la recherche d'une personne pour compléter l'équipe. Vous pouvez nous écrire à info@tvr9.com pour nous faire part de votre intérêt ou nous poser vos questions. Au plaisir de vous accueillir parmi nous. Sur ce, bonne semaine à tous.